Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler de produits Ikea à ne pas acheter. C'est la troisième vidéo que je fais sur le sujet. Si vous avez manqué les deux premiers épisodes, les liens sont dans la description. Avant de démarrer, si vous aimez mon contenu, si vous voulez m'aider, me soutenir à développer cette chaîne, j'ai besoin de vous. Merci de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager à un maximum de personnes. C'est vraiment très important pour les algorithmes de YouTube, pour le référencement. Donc je compte sur vous. Merci d'avance. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous recommande des produits Ikea, dans lesquelles je vous explique comment ils sont faits et pourquoi ce sont des bons produits. Et là, je vais prendre le contre-pied en vous expliquant pourquoi je ne recommande pas ces produits-là. Je vais argumenter mes choix, mais c'est une liste qui est complètement subjective. Vous avez évidemment le droit d'être en désaccord avec moi, vous avez le droit d'acheter ces produits, d'en être totalement satisfait, et si c'est le cas, tant mieux, il en faut pour tout le monde, et encore une fois, aucun jugement de valeur. Donc le but, ce n'est pas de dénigrer les personnes qui achètent ces produits, mais d'expliquer pourquoi, de mon point de vue, je ne recommande pas l'achat de ces produits, et de proposer, dans la majorité des cas, des alternatives, que ce soit chez Ikea ou à la concurrence. Vous savez que je classe mes produits selon 4 critères, la fonctionnalité, le design, la qualité et le prix. Et là, il y aura 2 critères essentiels qui vont intervenir. Ce sera surtout la fonctionnalité et le prix qui seront jugés pour ces produits-là. On démarre cette sélection avec la famille d'accessoires Clip Cactus. C'est une série de 10 articles qui a été développée pour vous aider à organiser et ranger l'intérieur de vos réfrigérateurs. Donc sur le principe, c'est une très bonne idée. Tous les produits sont transparents, ce qui permet de voir immédiatement le contenu. On va retrouver principalement des boîtes de conservation dont les dimensions sont pratiques puisqu'elles occupent toute la profondeur de la clayette, qui vont pouvoir s'empiler. Vous allez avoir des modèles qui vont se clipper sous une tablette ou d'autres qui vont se ranger à l'intérieur de la porte du réfrigérateur. On va également retrouver un plateau tournant, une fontaine à boissons, un distributeur de canettes et un conservateur pour les herbes fraîches. On le voit sur le principe, c'est vraiment intéressant, ça permet de segmenter, de bien classer l'intérieur de ce réfrigérateur, mais malheureusement, pour moi, le résultat n'est pas au rendez-vous. La réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de ces produits pour pouvoir ranger ses fruits et légumes, et que le prix est très cher pour la qualité proposée. La fontaine à boissons à l'intérieur du réfrigérateur, elle est immense, elle prend la moitié de la clayette. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une fontaine avec un robinet à l'intérieur d'un réfrigérateur ? Si on a envie d'une boisson fraîche, on a déjà des bouteilles d'eau, on a des gourdes, on a tout ce qu'il faut. Ikea propose des bouteilles en verre qui vont pouvoir se ranger très facilement plutôt que d'avoir ce genre de container qui va en plus être très lourd à bouger et qui va nécessiter un entretien qui n'est pas forcément toujours facile. Le distributeur à canettes. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un accessoire, d'un gadget pour pouvoir attraper la canette de soda qui est juste derrière? Franchement. Le plateau tournant, c'est une fausse idée de croire que c'est un gain de place et qu'on va facilement accéder à un petit pot qui se trouve derrière. Que ce soit à l'intérieur d'un placard ou d'un réfrigérateur, ça fait perdre de la place. Un plateau tournant, ça se pose sur une table ou sur un plan de travail, mais jamais à l'intérieur d'un meuble. Alors quant aux boîtes, la plupart sont plutôt bien foncées, puisqu'elles vont occuper toute la profondeur de la clayette, et vous allez pouvoir séparer vos fruits et vos légumes. Maintenant, ça va demander beaucoup d'entretien, et ça ne sert que à ça. Et puis, vous avez une alternative qui est bien meilleure, les boîtes en verre Ikea 365+. Ces boîtes de conservation donc, sont en verre, plus qualitatives, plus solides, et peuvent s'utiliser à l'extérieur. Ça va au four, ça va au micro-ondes, ça va au lave-vaisselle. Vous allez pouvoir les emporter, les transporter si vous mettez votre panier repas au bureau par exemple. Donc elles sont bien mieux conçues et elles coûtent le même prix que ces boîtes en plastique qui ne sont pas vraiment qualitatives. En fait, dans cette série-là, le seul élément qui est vraiment très intéressant et que je recommande fortement, c'est le conservateur pour les herbes fraîches. Ça permet, de stocker efficacement ces herbes fraîches et de pouvoir les garder en maintenant un peu d'eau à l'intérieur, tout en gardant un accès facile et pratique. Donc pour le coup, c'est vraiment le seul élément qui est très bien pensé et qui est unique et qu'il faut avoir dans son réfrigérateur. Pour le reste, vous pouvez oublier toute la série Clip Cactus. Un autre élément que je trouve complètement inutile, ce sont les supports pour accoudeurs de canapé Rodébut.
C'est un élément composé de fines tablettes de bambou collées les unes à côté des autres et qui vont épouser la forme de l'écoudeur du canapé. Donc l'intérêt, c'est que ça va s'adapter quelle que soit la taille et la forme de votre canapé. Et dessus, on va pouvoir poser sa tasse à café, son verre, son bol de chips ou son téléphone en toute tranquillité. Sur le principe, l'idée est bonne, on est sur le canapé, on a besoin de cet espace pour pouvoir poser quelque chose, aucun problème de ce côté-là. Le problème de ce produit-là, c'est son prix qui est de 15 € et le côté esthétique. Parce qu'on peut se dire, oui, mais lorsqu'on n'utilise plus, on le retire et on le range quelque part. La réalité, c'est qu'on ne le retire pas et il reste en permanence sur la coudoir du canapé. Et pour le coup, c'est quelque chose qui déprécie votre canapé, votre esthétique. N'oubliez pas que le canapé, c'est la pièce centrale du salon, c'est là où le regard est naturellement posé, c'est la pièce maîtresse. Et avoir cet élément qui est fonctionnel mais qui n'est pas esthétique et qui n'est pas pensé pour l'être, va tout de suite tirer vers le bas le côté design et le côté déco de votre canapé. Et c'est la même chose pour le modèle Tranerd qui lui est en bois avec un piétement métal, on ne le retire jamais. Donc pensez bien que ces produits-là restent en permanence sur la coudoir de votre canapé. Et encore une fois, ce n'est pas esthétique du tout. L'alternative, elle est très simple. C'est simplement un plateau que vous mettez sur vos genoux, sur la table basse, sur la table d'appoint, et sur laquelle vous posez votre tasse ou votre verre. C'est aussi simple que ça ne coûte que quelques euros. Et lorsqu'on n'en a plus besoin, on l'enlève, on le range dans la cuisine. On reste dans le domaine du salon du canapé avec le lampadaire scaf-tête. C'est un pied de lampe déporté en forme d'arceau. Donc c'est très design, ça existe depuis des années, ça s'appelait régolithe dans le temps. Aujourd'hui c'est scaf-tête et on peut choisir différents modèles d'abat-jour. Donc ça remplace une suspension, c'est très design, c'est très fonctionnel. Le problème c'est la qualité. À cause du poids du luminaire et de l'arceau, les pieds finissent très vite par plier beaucoup trop et le luminaire tombe très bas, beaucoup trop bas pour que ça reste fonctionnel. Et ça, c'est quelque chose de très courant sur ce genre de produit, dû à la qualité de fabrication. La tige à l'intérieur qui maintient l'arceau est beaucoup trop courte et n'est pas assez longue pour pouvoir porter le poids que représente le luminaire à l'intérieur. Alors, il y a des alternatives chez d'autres enseignes de lampes à arceau. Le prix est évidemment beaucoup plus élevé. Mais voilà, d'une manière générale, évitez ces lampes à arceau si vous n'êtes pas sûr de la qualité du pied. Et tant qu'on est dans l'éclairage, je vais vous parler de la lampe Solviden. Donc là, on est dans l'éclairage de jardin, l'éclairage extérieur. Et il faut savoir que dans la catégorie éclairage, c'est quelque chose qui a fait de grands progrès techniquement au fil des dernières années. Et donc cette lampe Solviden qui est très simple et qui n'est pas chère du tout, c'est la première génération. Sur le principe, c'est très simple, c'est une lampe LED alimentée par 2 piles et qui va être une source lumineuse qu'on va pouvoir déposer sur une table, sur un coin de canapé, très facilement. Le problème, ça n'éclaire rien du tout. C'est juste un point lumineux, mais ça ne diffuse aucune lumière autour de cette lampe. Donc même en pleine nuit noire, c'est très compliqué d'avoir une vraie force de lumière avec cet appareil-là. Et quand on regarde la nouvelle génération de lampes extérieures Solviden, on voit tout de suite la différence de qualité d'éclairage, la différence de puissance lumineuse pour des produits qui vont consommer exactement la même puissance électrique. L'alternative, c'est la lampe Lampan, qui est un vrai classique du design aujourd'hui. La version extérieure donc est sans fil, fonctionne également sur pile rechargeable. Et au niveau qualité d'éclairage, il n'y a absolument pas photo. Sa qualité est largement supérieure. Et en plus, on peut choisir la couleur, puisqu'il y a 7 ou 8 couleurs possibles sur cette lampe-là. Le tout pour un prix inférieur à 10 €. Donc franchement, le rapport qualité-prix, il est largement meilleur sur la lampe Lampan que sur la lampe Solviden. Ça va être la même chose pour la lampe et enceinte Bluetooth Vapebu. Alors c'est une lampe et enceinte prévue pour l'extérieur. Elle fait partie de la première génération d'enceintes connectées pour l'extérieur et on voit tout de suite ses limites en termes de design, en termes de qualité d'éclairage, pareil, très faible éclairage et qualité sonore. Elle a un avantage de pouvoir diffuser le son sur 360 degrés, donc dans un usage extérieur c'est plutôt intéressant. Maintenant la qualité sonore n'est vraiment pas au rendez-vous, surtout par rapport au prix proposé. C'est qu'aujourd'hui, il y a des enceintes premier prix ou entrée de gamme qui vont avoir cette même qualité de son,
mais qui vont coûter 10 €. Et pour le prix de l'enceinte VapeBee, qui est autour de 70 €, il y a des enceintes de chez JBL ou de chez Sony, par exemple, qui vont avoir une véritable meilleure qualité sonore. Et là aussi, pareil, il n'y a pas match. Donc le problème de cette lampe, c'est finalement son rapport qualité-prix, car elle est très chère et elle éclaire très peu pour une lampe, et elle est très chère et elle a un son qui n'est vraiment pas bon pour une enceinte. À ce prix-là, on trouve mieux dans les deux catégories. Parlons maintenant bureau. Il y a une tendance qui s'est développée ces dernières années à propos des bureaux monte et baisse. Ce sont donc des bureaux qui vont pouvoir être réglables en hauteur, soit de façon mécanique, soit mieux de façon électrique. On dit qu'au niveau ergonomie, il est important de garder une certaine mobilité, de ne pas rester statique toute la journée, et donc de pouvoir se lever et continuer de travailler tant que c'est possible. IKEA propose des bureaux réglables en hauteur, aucun problème. Et pour ceux qui ont un bureau statique et qui voudraient pouvoir travailler debout de temps en temps, IKEA propose un accessoire qui s'appelle Dubla et qui est une tablette réglable en hauteur qui vient se poser sur votre bureau et qui va permettre de pouvoir poser son écran à la hauteur voulue lorsqu'on est debout. Sur le principe, l'idée est bonne. Ça permet de pouvoir passer d'un bureau classique à un bureau monte et baisse de façon économique et de façon très rapide sans avoir à remplacer tout son bureau. Mais dans la pratique, c'est pas pratique du tout justement. Donc la tablette fait 60 par 40, ce qui est à peine suffisant pour poser un écran et bouger quelque peu sa souris, mais on ne peut pas travailler de façon pérenne longtemps dessus. Donc pour une réunion visioconférence, ça peut aller, mais pour travailler, c'est pas agréable. En plus, ça crée un désordre complet sur le bureau, puisqu'il faut faire la place pour pouvoir poser cette tablette. Et puis même une fois repliée, ça prend une place qui est assez importante et qui n'est pas discrète. Donc ce n'est franchement pas pratique, visuel, esthétique. Et puis le prix ne joue pas non plus en sa faveur, ce support coûte quand même 50 €. Des alternatives, il en existe. Vous avez aujourd'hui des bureaux monte et baisse à partir de 150 € et qui sont très bien, de façon mécanique. Des bureaux électriques qui vont coûter un peu plus cher. Et puis à la concurrence, vous avez des premiers prix de bureaux électriques aux environs de 250 €. Et puis vous avez même chez Amazon des supports électriques sans le plateau à partir de 80 €. Vivre dans des petits espaces, c'est quelque chose qui est toujours très compliqué et on a besoin vraiment de vraies solutions pratiques et ingénieuses. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet, sur comment aménager un studio et une sélection vraiment de produits adaptés à ces petits espaces. Si vous ne les avez pas vus, le lien est dans la description. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la table Rézareux. C'est une table à rabat qui va avoir 2 fonctions. Une partie haute pour pouvoir préparer ses plats dessus et une partie plus basse pour pouvoir manger, dîner ou travailler si on a besoin d'un bureau. Les 2 parties se rabattent et on a énormément de rangements à l'intérieur. Donc c'est un produit qui ne va pas prendre de place une fois appuyé et qui va pouvoir se bouger très facilement. Et c'est de très bonne qualité puisque c'est 100% en bois massif. Donc sur le principe, que de bonnes idées, que de bonnes choses. Le problème, ça vient justement de la décalage de hauteur des 2 plateaux. Donc on a une surface supplémentaire, mais qui est finalement assez restreinte. Et ça va être la même chose pour la partie table de repas, où on a vraiment une zone qui est très petite, et pour pouvoir dîner à 2, on est plus que serré. Donc là aussi, on va se retrouver avec un produit qui cherche à faire 2 fonctions, une table haute pour la préparation, une table basse pour les repas, mais finalement, les compromis de taille font qu'on n'est ni à l'aise en haut et ni à l'aise en bas. Alors l'alternative, elle existe, au même prix, vous avez la table Viehals. Alors qualitativement, elle n'est pas en bois massif, donc elle est peut-être moins intéressante, mais en termes de fonctionnalité et de surface de travail, elle est quand même largement plus agréable et plus fonctionnelle que cette table Rézareux. Et si on cherche la qualité du bois massif, vous avez la table Norden en bouleau, mais son prix a énormément augmenté. Elle coûte maintenant en France 299 €. Alors très récemment, IKEA a sorti une collection pour enfants, Gracie Moish. J'ai fait une vidéo de présentation de l'ensemble de la série. Si vous l'avez manqué, le lien est dans la description. Et dans cette collection, on va retrouver des housses pour les chaises mammouth. Alors les chaises mammouth, ce sont des chaises bien connues de chez IKEA, des chaises qui existent depuis des années, de toutes les couleurs, avec des formats arrondis qui peuvent aller aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ce sont vraiment des chaises excellentes. L'idée d'apporter une housse supplémentaire avec ce tissu un peu peluche est vraiment très intéressant. C'est une belle idée, ça change le design de cette chaise et ça apporte un côté ludique
qui manquait peut-être à cette collection Mammouth. Le problème, c'est son prix. La housse coûte aussi cher que la chaise. Et ça, c'est juste pas acceptable. La housse devrait coûter maximum 5 € par rapport à une chaise qui en vaut 15. Aujourd'hui, si on veut s'acheter la chaise plus la housse, il faut débourser 30 €, ce qui pour moi est vraiment excessif. Surtout qu'on parle juste d'une housse en polyester qui n'est même pas rembourrée. Si à la rigueur on avait un rembourrage avec un coussin à l'intérieur, on pourrait peut-être discuter du prix. Mais là, c'est vraiment juste une housse qui tient avec de scratch. Franchement, le rapport qualité-prix est loin d'être intéressant pour cette housse. Parlons matelas maintenant. Je viens de sortir 2 vidéos sur comment choisir un bon matelas. Pareil, si vous les avez manquées, le lien est dans la description. Et dans les matelas que propose Ikea, vous avez le premier prix qui s'appelle le Gotness. C'est un matelas en mousse standard de densité 25 kg par mètre cube. C'est vraiment le basique de chez Basic, avec un coutil qui est en polyester et qui n'est pas déhoussable ni lavable. Alors, c'est quelque chose qui pourrait très bien convenir à un enfant ou à un couchage d'appoint occasionnel, mais pour un couchage quotidien, ça reste très limité, c'est assez peu confortable parce que la mousse va être très dure. Et puis donc il y a ce problème d'entretien qui n'est pas forcément évident. Et puis le vrai problème, c'est une question là de budget et de prix. Donc évidemment, pour un matelas 140 par 2 mètres, 70 €, c'est un excellent prix. Et pour certaines personnes, on ne va pas forcément pouvoir dépenser plus pour son couchage. Pour ce prix-là, on a un matelas qui est basique, qui est fonctionnel, mais qui va avoir ses limites et qui va surtout avoir une durée de vie qui est limitée, puisque la mousse finira par s'affaisser. Donc encore une fois, en fonction de sa morphologie, en fonction de ses préférences de couchage, ça peut être ou pas une bonne solution. Maintenant, pour un couchage qu'on veut quand même garder quelques années, il vaut peut-être mieux investir dans un modèle en mousse haute résilience, qui vont coûter un peu plus de 100 €. Donc évidemment, ça va être une différence de budget, et je le répète, pour certaines personnes, c'est important. Il y a peut-être un arbitrage et des choix à faire, et ça je peux le comprendre, mais si vous avez la possibilité d'investir dans un matelas de gamme supérieure, n'hésitez pas à le faire, car vous aurez une durée de vie qui sera plus longue et un confort qui sera meilleur. Et on va terminer avec les rideaux, et je pense que ça va être un sujet à polémique, et j'attends beaucoup de commentaires de votre part là-dessus, car je pense qu'on ne sera pas tous forcément d'accord par rapport à ce que je vais vous dire. Vous allez avoir 2 grands types d'accroches de rideaux. Les rideaux à œillet, qui se fixent autour d'une tringle et qui vont coulisser directement autour. C'est la façon la plus simple, la plus rapide et la plus efficace de fixer des rideaux. Et puis vous avez les rideaux plisseurs qui vont se fixer sur un rail avec des crochets, et on va avoir un rideau qui ne laissera pas passer la lumière et qui va tomber parfaitement droit avec des plis réguliers depuis la tringle ou depuis le plafond. Et généralement, et c'est là qu'il va y avoir discussion, mais les rideaux à œillet sont plutôt des rideaux d'entrée et de milieu de gamme, et les rideaux fronceurs vont être plutôt des rideaux milieu haut de gamme. Et c'est tout le problème des rideaux à œillet, puisque le choix des rideaux à œillet est beaucoup plus populaire en France, et il y a une demande qui est très forte sur les rideaux à œillet, y compris dans le segment milieu haut de gamme. Et c'est là que j'en viens au choix que fait Ikea et Ikea France, puisque chaque pays décide du type de rideau qu'il veut avoir dans son assortiment. Et chez Ikea, vous allez avoir les 2 types de rideaux. Vous allez avoir des rideaux à œillet et vous allez avoir des rideaux plisseurs. Le problème, c'est que certains rideaux en milieu haut de gamme, parmi les meilleurs que Ikea propose, sont uniquement en version œillet en France. Je pense aux rideaux Dutog ou aux rideaux Sanella, qui aujourd'hui existent uniquement en version à œillet en France. Et il y a ce côté cheap. Je suis désolé pour le terme si vous avez ce type de rideau chez vous, mais en termes de décoration, les rideaux à œillet ont cet aspect cheap par rapport aux rideaux fronceurs qu'on retrouve dans les hôtels dits de luxe. Et le problème donc de ces rideaux top vendeurs, c'est qu'aujourd'hui, en France, vous n'avez pas le choix d'avoir ces rideaux qui ont un excellent rapport qualité-prix, qui sont d'une excellente finition. Vous n'avez pas la possibilité de les avoir en version fronceur. Et pour cette qualité de rideau, je pense, et c'est mon opinion, que la version fronceur est préférable à la version à œillet. Voilà, on arrive à la fin de cette sélection. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes choix ou pas. On est là pour en discuter librement. Et si justement vous en êtes satisfait et vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, bah dites-le moi, ça peut être vraiment intéressant d'échanger, d'avoir des points de vue différents sur le sujet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est vraiment très important et ça m'aide énormément. Donc je vous en remercie par avance. Si vous voulez mettre un mot-clé dans les commentaires, rideau, ça peut être amusant.
Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation de la collection IKEA PS. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine. On se donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.